bonsoir à tous. À la une de ce journal, de grosses inquiétudes autour de l'efficacité des vaccins chinois, alors que le Cameroun vient de recevoir près de 200 000 doses de vaccins Sinopharm. Le directeur du Centre chinois des centres de prévention et de lutte contre les maladies a admis que l'efficacité des vaccins chinois est peu élevée et pourrait exiger des améliorations. Vous suivrez dans ce journal les assurances que donne l'ambassadeur de Chine au Cameroun, la présentation détaillée de la stratégie nationale de vaccination anti-Covid intégrant 3 autres types de vaccins. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Que s'est-il passé à Meyomessala dans la région du Sud? Un boycott massif d'une rencontre avec autorités administratives qui n'en revenaient pas d'observer une absence des chefs traditionnels et des populations. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Et comment reconstruire l'unité nationale au Bénin au lendemain des violences électorales? L'opposition exige la convocation d'assises nationales, une rencontre sans objet selon Patrice Talon, président sortant et candidat à sa propre succession. Vous l'écouterez dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cette arrivée des vaccins chinois au Cameroun illustre l'offensive de la diplomatie du vaccin menée par la Chine depuis le début de cette pandémie meurtrière. Cependant, leur efficacité contre le Covid-19 suscite quelques inquiétudes. Sur le plan international, l'ambassadeur de Chine au Cameroun tente de rassurer et de balayer d'un revers de la main la controverse autour de l'efficacité des vaccins chinois. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, un vol Air France qui transporte des vaccins chinois. C'est bien que plus que jamais, la Chine pèse aussi de son poids dans la diplomatie sanitaire qu'impose le Covid-19. Bénéficiaire d'un premier lot de 200 000 vaccins Sinopharm, le Cameroun peut souffler après l'épisode peu glorieux du vaccin AstraZeneca. Pékin souligne d'emblée l'utilité de son vaccin. Nous pensons que les vaccins de Sinopharm, les vaccins chinois, pourront être utiles en accompagnant le Cameroun dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Mais le vaccin Sinopharm n'emporte pas l'adhésion totale des Camerounais si l'on en juge par la publication d'informations selon lesquelles la Chine elle-même reconnaît que son vaccin n'est pas aussi efficace. Ce dont le représentant de Pékin à Yaoundé ne fait pas cas. C'est un produit sûr et efficace. Les vaccins de Sinopharm ont été aussi utilisés par plusieurs dizaines de millions de Chinois qui ont montré la sûreté et l'efficacité de ce produit. La démarche de l'Empire du Milieu consiste plutôt à insister sur son apport au monde en matière de lutte contre le Covid-19. Depuis le début, justement à la recherche des essais de ces vaccins, le président Xi Jinping a déjà pris l'engagement de faire des vaccins chinois comme un bien public mondial pour que tous les pays puissent avoir une acceptabilité et apportabilité aux vaccins. Place nette est donc faite désormais à la vaccination pour espérer mettre en échec le Covid-19 au Cameroun. Et samedi dernier, c'est le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies qui a admis lors d'une rencontre scientifique que l'efficacité des vaccins chinois est peu élevée contre le Covid-19 et pourrait exiger des améliorations. Les géants pharmaceutiques chinois ayant fabriqué des vaccins ont déclaré de leur côté que leur efficacité tourne autour de 75% concernant les vaccins chinois. Et ces premières doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées ce lundi à Yaoundé. C'est le ministre de la Santé publique qui s'est montré volontaire à l'administration du vaccin. Des personnels de santé et autres volontaires ont suivi l'exemple de Manaouda Malaché. Pour cette première étape de la campagne de vaccination, près de 200 000 doses doivent être inoculées aux cibles prioritaires. D'autres détails avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gransop.
Il est un peu plus de 10 heures, ce lundi 12 avril, lorsque le ministre de la Santé publique pose l'acte tant redouté. Je n'ai pas de problème outre mesure, je n'ai même aucune douleur, pour vous dire. Et donc vraiment, je n'ai pas de problème. Mon même rythme est peut-être même mieux. Parce que je me sens libre dans ma tête maintenant, donc peut-être même mieux. Conscient de la campagne anti-vaccin qui a été menée ces dernières semaines, Manaouda Malachi reçoit la première des 200 000 doses de vaccins réceptionnées la veille par le Premier ministre. C'est bien écrit Manaouda Malachi, vous avez ma date de naissance, mon numéro de téléphone. Et je rappelle que le numéro de téléphone ici, c'est pour qu'on me rappelle la date de la prise de la deuxième dose. Parce qu'il y aura une notification à 2 reprises, c'est-à-dire 72 heures avant et puis 24 heures avant la date de la deuxième dose. Donc. Dans la foulée, plusieurs personnalités, au rang desquelles le secrétaire général du ministère de la Santé publique, la déléguée régionale du centre et le chef du centre de prise en charge de Orca vont également se soumettre au même exercice. Plus suivront les personnels de santé. Ils constituent la cible privilégiée de la vaccination en raison des risques qu'ils prennent au quotidien depuis plus d'1 an pour s'occuper des patients. Le vaccin s'administre en 2 doses et l'intervalle d'administration c'est 21 jours. Donc après la première dose, la deuxième dose doit être administrée 21 jours plus tard. C'est pourquoi dans la distribution des vaccins, on garde la moitié des doses dans les dépôts régionaux pour être distribuées 21 jours plus tard pour la couverture complète. Le même exercice va se répéter à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, où le personnel soignant va recevoir sa dose de vaccin. Les autres cibles prioritaires sont constituées de personnes âgées de plus de 50 ans, celles ayant des facteurs de comorbidité tels que le diabète, le sida, l'hypertension artérielle ou l'obésité, puis les enseignants et les agents de sécurité. Mais nous disons que ça ne devrait pas nous dispenser de l'observation ou de l'observance des mesures barrières et du port systématique de masque. Parce que vous le savez très bien, c'est la conjugaison de tout ça qui fait en sorte qu'on pourrait arrêter la transmission. J'encourage d'ailleurs tout le personnel de santé, j'encourage tous nos compatriotes qui font partie de la cible prioritaire arrêtée par le conseil scientifique, le NITAC, à se faire vacciner. Au total, 243 sites de vaccination seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Un centre d'écoute et de veille est ouvert et accessible via le 1510 pour tous ceux qui pourraient ressentir quelques effets indésirables après avoir été vaccinés. Longtemps redouté par une partie de la population, le vaccin contre la Covid-19 est là. 200 000 doses offertes par la Chine en attendant l'arrivée du prochain stock le 17 avril et ainsi de suite. La ventilation de ces 200 000 doses de vaccins Sinopharm est connue dans la stratégie nationale de vaccination anti-Covid-19. La région du centre et celle du littoral recevront les doses les plus importantes. Le centre recevra environ 43 000 doses de vaccins. Dans la région du littoral, c'est près de 34 000 doses de vaccins attendues et une stratégie est mise en place et des cibles prioritaires identifiées selon cette stratégie gouvernementale. Elle est détaillée et présentée dans ce reportage signé Nadine Yambou. Stratégie vaccinale du gouvernement. Les personnels de santé seront les premiers à recevoir les premières doses de vaccins anti-Covid. Selon un document du Conseil scientifique et le NITAC, la priorité est accordée à ceux travaillant dans le suivi des malades atteints de cette pathologie. Les 200 000 doses réceptionnées à Yaoundé seront acheminées dans 243 postes de vaccination répertoriés dans les 10 régions du pays. Soit 43 440 doses pour le centre, 34 380 pour le littoral et 24 640 pour la région de l'extrême nord. Une fois vacciné, le sujet recevra un carnet de vaccination délivré par des équipes de vaccinateurs mobilisées pour la circonstance. Dans ce corps de la santé, les femmes enceintes sont pour le moment exclues de la vaccination, de même que les personnes présentant une fièvre supérieure ou égale à 39 degrés. Pour le gouvernement, il est question de réduire la mortalité, les formes graves et par la même occasion protéger le personnel médical. D'après les autorités sanitaires, une cellule de veille est mise sur pied dans les districts de santé et les formations sanitaires pour une meilleure surveillance au cas par cas des effets indésirables. Le gouvernement compte lancer sa campagne de vaccination des personnels de santé le 15 avril 2021.
Après cette étape, les couches vulnérables et les personnes les plus exposées à la maladie, estimées à plus de 3 millions de personnes, feront partie des prochains bénéficiaires, de même que les personnes volontaires désireuses de se faire vacciner contre le coronavirus. Les autorités administratives étaient loin de s'imaginer qu'une telle scène se déroulerait à Meurmeux-Salar, dans la région du Sud, dans une localité où une rencontre devrait se tenir entre autorités administratives, autorités traditionnelles et les populations. À la surprise générale, elles ont brillé par leur absence, autorités traditionnelles et populations, boycott massif sur fond de malaise au centre de cette localité située dans la région du Sud. Comment en est-on arrivé là? Premier élément de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Sur cette image, le nouveau préfet du Ndiaye-Lobo a en tournée dans une localité de l'arrondissement de Meurmeux-Salar. Croyant trouver une effervescence populaire, comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, le préfet Aounou Damien n'en croit pas à ses yeux que les populations de cette contrée et certains chefs traditionnels ont boycotté sa présence. Quand même sérieux. Au moins c'est un chef absent. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs boudent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? Dépassé par les événements, le préfet Aounou Damien s'adresse au doyen des chefs pour comprendre. C'est vous le doyen, c'est à vous qui pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de Boulou, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Cette réponse ne convainc pas l'autorité administrative. Le préfet Aounou Damien interroge même la légitimité de ces gardiens de la tradition. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? Ça pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 9 chefs. Tous sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens, je sais. Non, tu ne peux pas le dire. Pour quelles raisons les populations ont boudé la venue du nouveau préfet du Ndiaye-Lobo? Devant des chaises vides, ce boycott total dépasse l'entendement du préfet Aounou Damien et toute sa suite, qui n'ont d'autre choix que de prendre congé de leurs hôtes. Ok, je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Dans le reste de l'actualité, les carillons de la rentrée du 3e trimestre ont retenti dans la plupart des écoles au Cameroun. Un 3e trimestre qui démarre sur fond toujours de crise sanitaire, des mesures qui restent de mise dès l'entrée dans les lycées, notamment au lycée de la Cité des Palmiers, où d'autres mesures spéciales ont été prises afin de faciliter l'accès aux salles de classe pour des élèves et éviter les risques de propagation au coronavirus. D'autres précisions avec Cédric Ding et Cédric Chouna. Le top départ du 3e trimestre de l'année scolaire est donné. Un retour des classes qui démarre comme le premier. Contexte Covid oblige. Lavage des mains, thermoflash. Au lycée de la Cité des Palmiers, on reprend les mêmes et on recommence. Le 3e trimestre a été effectif. Les élèves sont présents, les enseignants aussi, et même le personnel administratif chargé de l'encadrement de tout le personnel s'est présenté aujourd'hui massivement. Et les cours ont repris normalement et sereinement, avec le respect des mesures barrières, vu que la pandémie s'est accentuée. Alors là, les mesures sont désormais très strictes. Flashage à l'entrée des élèves, lavage des mains et respect de la distanciation sociale. Petites innovations, une signalétique spéciale a été mise sur pied pour éviter les attroupements et les mains ne sont plus les seuls membres à désinfecter. Faire le gendarme derrière ces enfants est chose très difficile. Avec la signalisation, ceux-ci essaient de respecter les mesures de distanciation sociale qui permet de contrôler ces enfants pendant les pauses et lors des entrées pour éviter les attroupements. Au niveau des bassines pour le lavage des pieds, à l'aide du chlore que nous diffusons à l'intérieur de ces bassines, ces enfants aussi lavent les pieds à l'intérieur. Et comme nous avons un système de mi-temps, nous avons aussi prévu les chlores dans
dans des bouteilles. C'est-à-dire les élèves du premier cycle, lorsqu'ils sortent, immédiatement, une équipe de techniciens de surface passe dans les salles de classe pour désinfecter les bancs, pour que ceux qui viennent dans l'après-midi prennent le relais. Dans les salles de classe, c'est une atmosphère studieuse qui règne, comme dans cette classe de terminale littéraire où l'on révise ses gammes. Il faut dire qu'il reste moins de 2 mois avant l'échéance. Comme vous pouvez le constater, les élèves sont là, les enseignants également sont bel et bien présents. Donc pour couvrir, vous savez que cette année n'est pas du tout facile. Il y a la maladie qui est dehors, la pandémie. Donc il y a des cours en ligne. Nous travaillons avec les enfants de lundi à samedi. Et il y a le second cycle qui vient ici à partir de 12h35 et le second cycle qui est ici le matin. Ça fait donc qu'en matinée, nous travaillons avec les enfants en ligne. Les enfants des classes certificatives, première, terminale et ainsi de suite. Et ça fait que ça nous a permis de couvrir, d'avancer, de couvrir une bonne quantité de programmes. La date fatidique se rapproche à grands pas, de quoi faire paniquer certains qui, malgré tout, gardent la tête froide. C'est un peu stressant légèrement parce qu'il n'y a presque pas le temps. Dans 2 semaines, on doit composer l'examen blanc et on n'a pas encore terminé tous les programmes dans toutes les matières. Donc c'est ce qui nous fait un peu peur présentement. Quoi qu'il en soit, le train du 3e trimestre, lui, a officiellement quitté la gare ce lundi. Et les politiques d'emploi jeunes sont un cuisant échec au Cameroun. Selon Célestin Tawamba, le président du GECAM déplore le fait que les universités délivrent des diplômes d'accès au chômage. Lors d'une conférence de présentation du livre blanc de l'économie camerounaise à l'université de Tcham, ce capitaine d'industrie a diagnostiqué les causes profondes du chômage galopant et esquissé les enjeux d'industrialisation au Cameroun. D'autres détails avec Leclerc Sakem. Au pupitre, devant l'ensemble de la communauté de l'institut universitaire que dirige le recteur, le professeur Roger Tafak Nafotso, Célestin Tawamba, le président du GECAM, procède à une sorte d'autopsie des aspects de l'Asie de notre pays, de la politique de l'emploi jeune, à la problématique des petites et moyennes entreprises, de la fiscalité, de la justice, pour en relayer les anomalies. C'est pas possible. Il n'y a pas de sage. À titre personnel, c'est un échec. Échec personnel, mais nous devons avoir un échec collectif dans notre pays. Nous ne pouvons pas penser que nous autres, qui avons eu la chance d'être recrutés quand nous étions encore sur les bancs, quand on était finissant, on avait déjà l'emploi qui s'ouvrait à nous. Et que ceux-là, aujourd'hui, n'ont aucun avenir. Dans le problème de l'emploi, de la formation, que vous, aujourd'hui, délivrez aux étudiants, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en train de délivrer des diplômes d'accès au chômage. Au sujet des petites et moyennes entreprises, le président du groupement interpatronat du Cameroun évalue à 5 ans la durée de vie d'une PME au Cameroun. Ces PME sont pour la plus grande majorité programmées pour échouer, faute d'accompagnement digne des pouvoirs publics, en plus des rudes conditions fiscales dans lesquelles évoluent ces structures. On ne peut pas comprendre que toutes les entreprises vont s'installer uniquement dans les zones Douala, Yaoundé. Et justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ce personnel, de tous ces villages, de toutes ces régions qui se vident? Nous avons un impôt qui est confiscatoire, qui est prédateur, dont les pratiques c'est l'embuscade permanente. On doit sortir de ce système. Il y a urgence. J'aimerais savoir, vous qui êtes des professeurs, qu'est-ce que vous enseignez aux élèves? Comment est-ce qu'on calcule l'impôt? Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est pléthorique, budgétivore, obèse et qui est caractérisé par l'inefficacité. À chaque fois, vous entendez dire, on a consulté le secteur privé. Non, on nous a entendus. Nous devons sortir de cette logique des consultations alibi. Nous ne sommes pas ces paillassons devant les portes où on va venir s'essuyer les pieds rapidement pour la forme et rentrer. Non, le dialogue doit être sincère. Il doit être sanctionné par des comptes rendus. La présence de la délégation à l'université de Tcham est surtout motivée par la présentation du livre blanc de l'économie camerounaise, un document stratégique de croissance nationale qui forme
formule des propositions en faveur de nouveaux modèles économiques axés entre autres sur la gouvernance, le numérique, l'agrobusiness et l'énergie pour un développement durable. Un protocole d'accord est enfin signé entre l'Université de Caen et le GICAM afin de renforcer la collaboration entre les deux entités pour un lendemain entrepreneuriat plus rassurant. Nous avons la naïveté de penser que ce n'est pas un choix hasardeux et que le fait d'être à Caen, c'est parce que notre université, de par sa vocation entrepreneuriale, parle en quelque sorte au GICAM. Nous allons nous associer avec le GICAM pour finir les idées, pour faire en sorte que le GICAM grandisse avec à ses côtés une institution capable de lui apporter l'ingrédient de critique. Paru en 2020, cet ouvrage présente un modèle économique qui prend en compte les réalités que la crise de Covid-19 impose afin de redresser l'économie du Cameroun dans une synergie des institutions publiques et privées. Dans le cadre du plan de relance de l'économie camerounaise et des autres pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les experts de la CEMAC se réunissent en visioconférence à Brazzaville, au Congo, afin d'évaluer la mise en œuvre des réformes économiques et financières. La cellule de suivi a tenu sa première réunion de l'année 2021. Occasion de passer en revue la mise en œuvre des projets intégrateurs indispensables pour le redécollage économique de la sous-région Afrique centrale. D'autres précisions avec Carlos Minoué et Xavier Foka. Dans le cadre du plan de relance des économies de la CEMAC et du plan stratégique des accords de seconde génération avec le FMI, les nouveaux défis de la sous-région ont été identifiés et les stratégies envisagées pour y faire face complètent les actions mises en œuvre entre 2017 et 2020. Ces stratégies comportent deux grandes catégories de mesures. D'un côté, des mesures dont l'exécution se porte bien, et de l'autre, celles qui piétinent. Dans la première catégorie, je place à titre d'exemple les décisions et recommandations du COPIL du PREF CEMAC, d'une part, et la fusion des marchés financiers de la CEMAC, d'autre part. En ce qui concerne les décisions et recommandations du COPIL, sur les 57 mesures et recommandations prescrites par ce comité, 36 ont été réalisées. Cela fait un taux de réalisation de 63,1%. S'agissant de la fusion des marchés financiers, la première phase de cette opération a été achevée en juillet 2019. La seconde phase a été immédiatement lancée. Dans la deuxième catégorie, le président de la cellule de suivi parle sans plus de détails de 11 projets intégrateurs dont l'exécution est lente. Durant la séance d'ouverture ce 12 avril, le secrétaire permanent du PREF CEMAC a passé en revue quelques réalisations antérieures. Au cours de cette année, un accent particulier a été mis sur la mise en œuvre des projets intégrateurs depuis la table ronde de Paris en novembre 2020. Comme vous le savez, la matrice révisée du PREF CEMAC a été adoptée lors de la 12e session ordinaire du COPIL le 18 décembre 2020. L'une des innovations majeures voulues par les ministres lors de leur dernière réunion, c'était l'instauration non seulement d'un mécanisme de suivi, mais également innover en ce qui concerne le mode de suivi en 2 étapes. Actualité oblige, la question du plan de vaccination contre la Covid-19, mis sur pied par les pays membres, a été évoquée. La lutte contre la Covid-19 est entrée dans une nouvelle phase avec la découverte et la mise en circulation de plusieurs vaccins. Nos gouvernements respectifs travaillent actuellement à l'organisation des campagnes de vaccination de leur population. Il y en a même qui ont déjà commencé leur campagne. Nous caressons l'espoir de voir dans un futur proche cette pandémie devenir un vague souvenir. L'objectif de cette rencontre de 2 jours, les 12 et 13 avril 2021, qui se déroule au Congo-Brazzaville, est de préparer le comité de pilotage du programme des réformes économiques de la CEMAC. L'attractivité économique de l'Afrique centrale est liée également à l'assainissement du milieu judiciaire. Au Cameroun, des éminents avocats critiquent ce système et déplorent de nombreuses dérives
qui amène des Camerounais à rester en prison durant de nombreuses années sans voir leur procédure judiciaire aboutir. Il déplore l'immixtion et l'interférence du pouvoir exécutif dans les décisions de justice. Les politiques déplorent un manque de volonté de la part du gouvernement afin de véritablement créer une séparation des pouvoirs au Cameroun. Les réactions des politiques sur les dernières actualités judiciaires au Cameroun, c'est avec Flavien Valondongo. La justice peine à jouer son rôle en toute liberté au Cameroun. Des avocats qui le révèlent précisent que des décisions prises par des acteurs de l'institution sont pour la plupart des cas sous l'influence du régime de Yaoundé. Je ne vois pas ce que vient faire le président de la République dans le fonctionnement de la machine judiciaire, surtout quand elle s'est déjà prononcée. Ça nous éclaire au moins sur la personnalité des gens qui nous gouvernent et les moyens qu'ils mettent en œuvre, souvent pour régler des situations qui sont les situations ponctuelles. Et l'une des situations ponctuelles qui suscite différentes réactions est le cas du professeur Gervais Mendozé. Avant son décès, bénéficiait d'une grâce présidentielle sans preuve. Le droit de grâce, c'est pas comme ça, c'est l'avocat. En réalité, les avocats de Mendozé qui doivent faire une requête pour saisir le président de la République pour qu'il y ait une grâce présidentielle. Je ne voudrais pas que l'on dise en plus qu'un décret est secret. Un décret a l'obligation d'être publié. À côté de toutes ces réactions, au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, l'on estime que les détenus du type Mendozé sont nombreux dans les prisons du pays à cause des décisions de justice aux ordres. Mendozé avait besoin d'un bon traitement. Il n'a jamais eu besoin de la grâce présidentielle. Tout le temps, les regards sont en train d'être tournés vers un humain qui peut aussi être malade, qui sont malades comme nous. Au Cameroun, les prisonniers ne sont pas considérés comme des êtres humains. À côté des décisions de justice, sous l'influence du pouvoir, les maisons d'arrêt au Cameroun laissent à désirer. Les hommes de loi ne cessent de dénoncer le risque permanent que subissent les occupants de ces geôles. Beaucoup de Mendozé sont encore aujourd'hui en prison. Combien faut-il qu'il y ait eu de détresse personnelle, familiale, pour qu'enfin on se décide à jeter un regard sur la situation carcérale dans nos prisons, que nous décrions tous les jours, sans que personne ne nous entende. Invités de droit de réponse, des avocats et acteurs politiques ne cessent de décrier les tares qui entourent la justice camerounaise, qui malheureusement, selon eux, n'est pas libre. Des acteurs de la société civile estiment que la justice ne joue pas son rôle dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Selon Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC, ils sont encore nombreux, des détenus, des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone qui n'ont pas encore vu un juge d'instruction depuis au moins 2 ans. La lauréate du prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain appelle le gouvernement à sortir des camps extrémistes afin de résoudre de manière pacifique la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, des régions où il y a une guerre contre les mouvements séparatistes armés. Je vous invite à suivre le morceau choisi de l'intervention de Maximilienne Ngombe, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Comme il y en a au niveau du Cameroun, il y a d'autres qui sont exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des conservateurs. Il y a ceux qui ne veulent même plus rien entendre. Ils sont dans la sécession. Il y a ceux qui pensent que ils peuvent négocier. Le problème avec tout ce monde, c'est qu'il faut continuer à parler avec eux. Les points de discorde ne peuvent être résolus que si vous êtes assis. Je peux évoluer parce que vous m'avez convaincu. Comme je ne peux pas évoluer, et nous restons là. Mais il faut commencer d'abord à se parler. Et c'est pour ça que nous avions salué, nous tous, ceux qui avaient commencé ici. Et tout de suite, quand les conservateurs de tous bords ont vu que ça voulait prospérer, chacun est sorti parce que ça les arrange. Même au niveau des séparatistes, il y a des gens là-bas qui ne veulent pas que ça cesse. Parce que leur position de pouvoir, ils se voient déjà qu'ils sont avec... ils ont déjà un État qu'ils vont peut-être avoir demain après-demain. Ils ont peut-être beaucoup d'argent dans leur privilège. Mais nous ne pouvons pas être crampés sur cela. Ils ne sont pas majoritaires. Même au niveau du gouvernement, ceux qui ne veulent pas que ça cesse ne sont pas majoritaires. Ils sont minoritaires. Le problème, c'est que ceux qui sont majoritaires ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et la Commission africaine des droits de l'homme va se tenir là dans 5 jours. Nous avons une déclaration publique qui va dans ce sens-là.
Comment reconstruire l'unité nationale au lendemain des violences électorales au Bénin? La question alimente de vifs débats dans les chaumières, tandis que l'opposition béninoise exige la convocation d'assises nationales. Le pouvoir en place juge ces pourparlers inutiles et inopportuns. Patrice Talon, président sortant et candidat à sa propre succession, affirme que les divergences d'opinion sont plutôt la preuve de la vitalité de la démocratie béninoise. D'autres réactions avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril, envoyés spéciaux à Cotonou. Au lendemain de l'élection présidentielle au Bénin, l'opposition continue d'acculer le pouvoir. L'un des candidats tient le président sortant pour responsable des troubles qui agitent le pays. Le chef de l'État actuel, bien sûr, président sortant, président et candidat, j'espère qu'il sait que dans son bilan, il y a aussi cette instabilité dans le pays. Il doit pouvoir savoir qu'il y a des choses à faire et que l'alternance est obligatoire aujourd'hui et que nous sommes là pour rétablir cette unité. L'unité du peuple béninois, c'est ce dont parle l'opposition. Pour y parvenir, selon les adversaires du pouvoir, rien de plus que l'organisation d'un dialogue national. Ce n'est pas après une violence qu'il faut aller à un dialogue. Ça n'a aucun sens. Le sens logique humain est d'aller dans le dialogue, dans la paix. Vous voulez qu'il y ait des morts avant qu'on aille au dialogue? Ça n'a aucun sens. Alors, le pouvoir de son côté ne juge pas nécessaire l'organisation d'assises nationales. Pour le président sortant, les divergences de points de vue sont la preuve même de la vitalité de la démocratie béninoise. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Je ne vais pas pouvoir y faire des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement amener les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Dans l'attente des résultats de la présidentielle, la partie de ping-pong se poursuit entre l'opposition et le pouvoir au Bénin. Les deux entités s'accusent mutuellement d'être à l'origine des troubles qui agitent le pays. Depuis la publication des avis de lancement des concours d'entrée à l'EMIA et à la Gendarmerie nationale, ainsi que ceux des recrutements dans les armées, les services du ministère de la Défense croulent sous des demandes de recommandations assorties des récépissés de dépôt de dossiers pour tenter d'obtenir l'admission de certains candidats au mépris du principe du mérite. C'est du moins ce que révèle le ministre de la Défense dans un communiqué. Il note que les sollicitations formulées visent manifestement à travestir, le moment venu, les résultats des concours de recrutement au sein de l'armée. Le ministre de la Défense demande aux candidats et à leurs parents ainsi que leurs relations d'arrêter ces tentatives pernicieuses qui n'ont du reste aucune chance d'être prises en compte dans le cadre de ces concours d'entrée à l'EMIA, à la gendarmerie et ceux des recrutements dans les armées, a-t-il fait savoir. Tous les responsables du ministère de la Défense, membres de la chaîne de conduite de ces opérations qui ont été invités à la stricte vigilance, la probité morale et la fermeté lors de face à ces pratiques répréhensibles, conclut le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoman. Un public reportage dans ce journal, la signature d'un partenariat entre l'entreprise Henri Frire-Sal via la marque Mado et son nouvel brand ambassador. La cérémonie s'est tenue à Bonamoussadi au restaurant African Foods dans le 5e arrondissement de Douala. La teneur de ce contrat porte la représentativité de la marque agroalimentaire par une actrice camerounaise. Plus de détails dans ce reportage. Face à l'inflation des prix sur les produits de première nécessité, le panier de la ménagère peine à se remplir. C'est un problème inquiétant pour les familles à faible revenu ou à revenu moyen. L'urgence à accompagner les citoyens pendant cette crise sanitaire trouve écho favorable auprès d'un acteur majeur, la marque Mado. Mado est une marque déposée de Henri et Frères Sal, qui est aujourd'hui l'un des géants de la grande distribution au Cameroun. Alors, Henri et Frères a deux grandes marques qui sont Mado et Tiof. Ce sont des marques que nous mettons le plus en avant.
Alors au-delà de la distribution des autres produits, nous avons comme partenaires Ponzani, Chococam, Colgate, Palmolive. Ce sont les partenariats que nous avons et nous avons pensé que parce que nous nous en sortions dans la distribution, nous pouvions mettre sur pied, nous pouvions donner naissance à nos propres marques. C'est comme ça que naissent Mado, Tiof et les autres marques que nous avons dans notre portefeuille. Une gamme variée des produits de l'agroalimentaire qui garantit santé, bien-être et accessibilité à ses consommateurs. Nous avons par exemple des spaghettis, nous avons des macaronis, nous avons du double concentré de tomates, de la mayonnaise, nous avons de la moutarde, nous avons de l'huile raffinée, de l'huile de soja, nous avons de la margarine, nous avons des olives, du sucre, Mado, en carreaux et en poudre, du vinaigre, du café également, du café instantané. Afin d'être présent dans nos assiettes et faire profiter ses saveurs spéciales au plus grand nombre, Mado s'est attaché l'image d'une personne publique en paraphant un contrat de partenariat avec Dani, propriétaire du restaurant African Food. Nous nous rapprochons de Dani parce que nous voyons ce qu'elle sait faire, nous voyons qu'elle a du talent. Et en réalité, nous ne sommes pas au courant de son côté entrepreneurial. C'est après que nous découvrons qu'elle est la maman d'un nouveau bébé qui est African Food. Et nous avons juste réalisé que c'était encore plus une aubaine. Oui, nous sommes approchés de Dani pour son talent et pour ce qu'elle dégage. Nous la connaissons tous comme actrice de cinéma et elle est beaucoup appréciée du public. African Food est un restaurant chic, situé à Bonamoussadi entre Bloc T et Tradex Bonamoussadi. La spécialité de la maison est le menu africain. African Food se veut donc être le laboratoire où les consommateurs pourront expérimenter et apprécier la gamme de produits Mado. African Food, c'est mon petit bébé. Avant qu'il n'engage la signature avec moi, il n'avait aucune idée que j'étais en train d'ouvrir un restaurant. Moi, je suis une passionnée de la cuisine, surtout la cuisine camerounaise. Alors, quand ils m'ont dit on va signer, je leur ai dit ok. Avant ça, venez d'abord à l'ouverture le 4 avril. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit ok, mais c'est mieux qu'on vienne signer directement ici. Ça fait un gros partenariat dans un restaurant 100% camerounais avec des produits locaux et un mélange de tout, quoi, de la modernité au local. À l'issue de la signature de ce contrat, le nouvel brand ambassador s'est vu signifier les missions qui sont les siennes. Dani a pour mission de représenter la marque Mado partout où le besoin se fera sentir, pendant toutes les campagnes que nous aurons, campagnes outdoor, toutes les campagnes de communication que nous mettrons sur pied pour mettre en valeur la marque Mado, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit pour les activités terrain. Vraiment, Dani sera l'image. Chaque fois qu'on parlera de Mado, c'est l'image de Dani Basson qu'on verra. Pour la promotrice du restaurant African Food, être brand ambassador est une marque considérable qui lui force émotion et témoigne de son efficacité. Pour la satisfaction de sa clientèle, Daniel Gobasson recommande les produits Mado. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Concours d'entrée à l'EMIA et à la gendarmerie, le ministre Joseph Betty Assoma refuse la pression. Et il dit qu'il y a des demandes et des recommandations assorties des récépissés de dépôt des dossiers des candidats afin que ceux-ci soient privilégiés dans le cadre de ces concours d'entrée à l'EMIA et de recrutement au sein des forces armées. Le ministre dénonce des actes répréhensibles et met en garde ses services chargés de ce recrutement et de valider les résultats des candidats aux différents concours d'entrée à l'EMIA. Il leur fait savoir que seul le mérite va primer, précise le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoma. Tournée de prise de contact du préfet du Djaïlobo, boycott massif. C'est une scène surprenante à laquelle le préfet du Djaïlobo a été impliqué. Lui qui s'attendait à voir du beau monde pour une tournée ordinaire d'une nouvelle autorité administrative sur son territoire de commandement, à la surprise générale, personne n'a fait le déplacement, encore moins 9 chefs traditionnels attendus à cet événement. Du coup, il s'est interrogé sur la légitimité des chefs traditionnels qui étaient censés mobiliser les populations. Il a même demandé pourquoi est-ce que ces populations ont brillé par leur absence. Aucune réponse n'a été donnée. Le chef traditionnel, le seul présent à la rencontre avec le préfet du Djaïlobo, a indiqué que ces populations ont l'habitude de boycotter ce type d'événement pour marquer leur colère. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, Eric Penlap, Edmond Kuaté, Eric Yombi. Voilà. Vincent de Paul Yédé. Ouais. Ce qui s'est passé, comment expliquer ça? Un chef d'État qui arrive, les sièges sont vides. On n'a plus vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça une fois? Non, vous savez, dans les régions du centre, du sud et de l'est, c'est des choses fréquentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même considération pour le chef que partout ailleurs. Est-ce qu'il venait pour le chef? Il venait pour l'autorité administrative, le préfet qui était en tournée de prise de contact. Sauf que c'est le chef qui est le relais entre les populations et l'autorité administrative qui arrive. Et du moment où les populations ne sont pas en accord parfait avec leur chef, alors elles décident très souvent de ne pas participer à toutes les rencontres auxquelles elles sont conviées par ce dernier. C'est-à-dire que si elles avaient eu cette information par le biais de quelqu'un d'autre, autre que leur chef, elles auraient pu y prendre part. Et cela, ça nous ramène à la manière dont sont choisis les chefs traditionnels qui très souvent sont imposés par l'autorité administrative. Dédouaner les populations de cette localité-là n'ont pas un problème avec le préfet? Non, du tout, du tout. C'est un problème avec le chef, avec leur chef, qui est leur frère. Et donc, lorsqu'ils ne sont pas contents, ils le manifestent comme ça. Je crois qu'ils l'ont fait à dessein et on finira bien par savoir. Et d'ailleurs, dans la réaction du préfet, il a laissé comprendre que, en fait, si les populations ne viennent pas à une manifestation alors qu'elles y étaient conviées, ça veut dire que ces chefs-là ont un souci. Okay. Donc, c'est essentiellement ça. C'est fréquent dans nos zones. Eric Yombi, quelle lecture vous faites de ces événements qu'on a vus, ça fait le tour depuis cette matinée? C'est une scène quand même surréaliste. Oui, je remarque déjà que les chefs sont absents, de même que la population. Oui. Il ne s'agit pas d'une rencontre à laquelle était le préfet où on a vu des chefs sans la population. Oui. Ça veut dire qu'il y a ce qui ressemble à un consentement. Oui. Le fond du problème, c'est quoi? J'ai l'impression, sans avoir le fond du dossier, que le désamour qui existe de plus en plus entre les chefs traditionnels, relais de l'administration et les populations, ce fossé commence à être grandissant. Vous savez, il y a une situation qui est vérifiable au sud, si vous y avez mis les pieds. Ces populations qui étaient, entre guillemets, complices de Yaoundé, sur la base de la proximité tribale, ces populations commencent de plus en plus à se désolidariser et elles expriment de plus en plus leur ressenti. Loin du silence, j'allais dire le silence coupable de ces populations. Donc, le signal que moi je vois en tant que citoyen, c'est une population qui a certainement décidé de dire non. Non, peut-être à une mascarade, non, peut-être à une situation, mais je veux dire, cette absence de présence est l'expression de quelque chose. Et il fallait bien que cette situation se présente alors que le sous-préfet était bien entendu entonné, pour que leur voix ou alors leur silence, si ce n'est leur absence, résonne, et que peut-être que les autorités prennent conscience et se posent la question fondamentale. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas dans un endroit anodin, il s'agit de Meyermessa là. Nous ne sommes pas n'importe où dans la République. Nous sommes dans un espace qui est une terre
si ce n'est politique, au moins électoral de quelqu'un. Donc nous ne sommes pas tout à fait. Dans le socle granitique. Oui, c'est quelqu'un qui l'a dit, tout à fait. Donc nous ne sommes pas n'importe où. Et si la dissonance vient de ce côté-là, il faut se poser des vraies questions. Voilà. Edmond Kouyaté, comment cette absence et des populations et des autorités traditionnelles vous parle-t-elle? Je voudrais faire une analyse synthèse entre ce qu'a dit Vincent de Paul et Eric. Parce qu'on aurait pu, n'est-ce pas, parler de l'illégitimité des chefs traditionnels. Sauf que là, beaucoup de chefs ont également brillé par leur absence. Voilà. Et donc, ça ne peut pas être ça le problème. On a bien vu le doyen des chefs qui s'évertuait à donner des explications et je crois que... Lui, il dit qu'il a quand même passé le message et le préfet lui dit, mais comment vous demandez à vos populations, à vos sujets de venir, mais ils ne viennent pas. Ça veut dire que quelque part... C'est ça le problème. Oui. Et si jamais on pouvait mettre en facteur l'illégitimité des chefs, alors les autorités administratives en ont eu pour leur compte. Parce qu'on sait très bien que parfois cette illégitimité est due au fait que les populations se voient imposer des chefs qu'ils n'acceptent pas. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, on aurait pu dire que c'était un ressenti des populations par rapport à la nouvelle autorité administrative. Ce n'est pas le cas. C'est une nouvelle autorité administrative. Donc, on ne lui reproche rien. Il vient tout juste d'arriver. D'ailleurs, c'est sa tournée de contact, de prise de contact. Et donc, il vient, n'est-ce pas? Non, est-ce qu'il sort de l'ENAM, là? Peut-être... Ils viennent de quelque part. Non, ils sortent. C'est pas pour justifier. Hein. Non, mais je veux tout simplement dire, peut-être s'il a laissé des plumes noires quelque part, il reste quand même qu'il arrive à Meyom Salah avec une présomption. Mais comment donc vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne venez pas à sa rencontre? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une lecture beaucoup plus profonde et comprendre qu'il y a une remise en cause d'un système tout entier qui ne profite pas, parce que si les gens commencent à se poser des questions, ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans que nous nous lèvons, quand on change, il y a un jeu de chaises musicales, un préfet s'en va et l'autre vient, et nous quoi dans tout ça? Nous allons l'accueillir, nous allons tout le temps assister à la cérémonie de ceci, après quoi? Si jamais telle chose, je vais dire, nos doléances ne sont jamais relayées au bon endroit, si jamais nos desiderata ne sont jamais satisfaits, si jamais, eh bien si c'est tout simplement pour aller voir la tête de la nouvelle autorité, ben ça ne nous intéresse pas. Et donc ça nous ramène... Ça ne nous intéresse plus peut-être. Ça nous intéresse plus. Ça nous ramène à la fameuse phrase légendaire d'un chef toujours de ce côté, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que cette fois-ci, ce n'est pas seulement le chef qui a dit ça ne m'intéresse pas, et là c'était le sauve-maçon et quelques morceaux de savon, mais cette fois-ci, c'est l'autorité elle-même qui ne nous intéresse pas. Parce que cette fois-là, c'est le chef qui disait à l'autorité ça ne m'intéresse pas. Mais je crois que les populations et les chefs ont dit cette fois-ci, de manière unanime, ça ne nous intéresse plus, ce théâtre de mauvais goût. Parce que visiblement, c'est un théâtre de mauvais goût. Écoutez, il faut qu'on sorte de ces chemins néocoloniaux. Il faut qu'on abandonne ces logiciels néocoloniaux. À l'époque, vous avez lu, n'est-ce pas, la médaille de Mecca. Oui. Vous avez lu comment les populations venaient se masser tout simplement parce qu'à l'époque, c'était les préfets français, c'était les représentants, c'était des colons qui étaient là. Les gens se massaient à partir, sortaient de chez eux à 6 heures pour aller attendre un préfet qui va arriver à 15 heures. Et on est tellement content de le voir. Donc je crois qu'on est resté dans ces chemins-là. Il faut qu'on sorte de là et qu'on commence à se poser des questions. Quel est véritablement le chemin qui apporte un mieux-être aux populations? Ok. Voilà. Et oui, rapidement. Oui, je voulais également continuer dans la lancée tout à l'heure. J'ai eu un cas dans mon village où les populations ont refusé de prendre part à une réunion avec une consultation avec le sous-préfet, tout simplement parce que à la précédente rencontre, elles avaient cotisé de leur argent pour la réception du sous-préfet. Et elles accusaient le chef et quelques-uns de ses notables de s'être assis sur cet argent. Donc, à la prochaine rencontre, ils ont refusé d'y prendre part. Il y a également eu d'autres griefs, je parle entre les populations et le chef de village, où on disait qu'il y a des entreprises qui sont venues pour l'exploitation du bois et qui avaient
qui avait remis des dons aux populations, mais le chef s'en est accaparé. Donc, il y a souvent des griefs comme ça qui font en sorte que les populations décident de gréver et menacent même le chef. Quelquefois même, il y a des griefs vis-à-vis du sous-préfet. C'est-à-dire qu'il arrive souvent dans les villages, impose même des exploitants forestiers aux populations, leur dit non, ils vont exploiter votre bois. Parfois, vient avec la gendarmerie pour les menacer. Donc, vous comprenez donc que quand il y a une tournée comme celle-là, que les populations puissent se comporter. Éric Pella, Edmond Kouyaté nous ramenait à l'épisode il y a quelques... Je crois que c'était l'année dernière, ce chef-là. Justement, dans la gestion. Oui, justement, Covid. Ce chef et cette image que nous avons aujourd'hui. Déjà, tout ça vient de la région du Sud. Quelle lecture vous faites? Déjà, il y a Feu Atebe Yene a écrit un livre, Le paradoxe du pays organisateur. Pour avoir été dans la région du Sud, le niveau de précarité qu'on trouve là-bas, le niveau, la qualité des infrastructures routières. N'oubliez pas que nous sommes en saison pluvieuse. Oui. Qui dit saison pluvieuse dans le Sud dit route difficilement. Est-ce que vous comprenez donc, moi je vais vous poser une question, vous comprenez donc le procès qu'on fait souvent à ces personnes-là originaires et du Grand Sud comme celles qui auraient, vous-même vous êtes en train de dire que la pauvreté là-bas, ça saute aux yeux. Prenons, il y a un des axes principaux. On souffre partout au Cameroun. On souffre partout au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, dans le Sud, il y a des zones où on souffre un peu plus. Voilà. Et moi, j'aime souvent dire, je me rappelle quand je suis arrivé, pour vous prendre un cas, j'ai travaillé dans la Kienké. Oui. Dans l'océan. C'est dans l'océan. Dans la Kienké, un des travaux qu'on a fait, c'est qu'il y a une entreprise là-bas qui fait du palmier, qui fait dans l'huile de palme. Et les populations qui étaient riveraines à cette entreprise n'avaient pas le droit de se soigner dans l'hôpital de cette entreprise. Elles étaient obligées de parcourir 15, 20, voire 30 km pour aller à Kribi se soigner. Donc, une des activités qu'on a menées là-bas, c'était mettre la pression sur cette entreprise pour que ces populations puissent se soigner dans ces hôpitaux. Donc, la région du Sud a un certain nombre de problèmes. Je disais, nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse dit beaucoup de routes sont impraticables. Les chefs, justement, sont obligés de quitter. Tout à l'heure, le chef dont on parlait, le chef qui disait aux représentants de l'autorité publique que les sauts ne l'intéressaient pas, c'est qu'il avait dépensé, l'argent qu'il avait dépensé pour venir à cette cérémonie était supérieur à ce qu'on lui offrait comme don. Donc, il faudrait aussi tenir compte de ce paramètre dans l'analyse qui est faite. L'autre chose également, c'est que malheureusement, pour ce qui est des chefferies traditionnelles, on a politisé nos chefferies traditionnelles. Vous allez vous rendre compte que les hauts commis de l'État sont plus ou moins chefs dans leurs différents villages. Si vous prenez ministre de l'enseignement supérieur, ministre X, ils sont allés se faire chefs dans leurs différents villages. C'est à se demander, est-ce qu'on accède à la chefferie traditionnelle parce qu'on est dans la lignée, ou bien c'est juste parce qu'on a eu un petit pouvoir politique et on a décidé de devenir chef. Il faut aussi s'interroger de ce côté-là. Maintenant, par rapport à la population, il peut aussi arriver qu'il y ait une certaine défiance, comme a dit M. Kouyaté. C'est-à-dire, on va à toutes les cérémonies, mais qu'est-ce qui change en termes de développement, en termes d'amélioration de conditions de vie? Donc c'est un peu un message fort là qu'on adresse en direction de l'autorité administrative. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne suis pas avec eux, je n'ai pas échangé avec eux. Mais seulement, si c'est ce message qu'ils ont voulu passer, je pense qu'il est bien passé. Parce que lorsque vous avez vu le préfet, la colère du préfet, c'était vraiment ces gens. Mais le préfet dit qu'il va revenir lorsque vous savez, les chefs traditionnels vont faire leur boulot, c'est-à-dire ramener leur population. Il pouvait dire qu'il ne pouvait faire que ça. Parce qu'en réalité, s'il dit qu'il ne revient plus,
Son travail, c'est de s'assurer que les choses fonctionnent bien. Sauf s'il décide de démissionner et qu'il ne travaille plus dans la zone. Je suis convaincu qu'il ne va pas démissionner. Donc, par conséquent, il sera appelé à revenir dans la zone pour une raison ou pour une autre. Et si c'est un message, c'est un bon message. Eric Pella, vous gardez la parole. Un instant, j'ai envie de dire juste une petite chose. Il y a eu les événements de San Melima il y a quelques mois en arrière. Il ne faut pas oublier, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on a retenu des événements de San Melima? C'est cette distanciation entre la population élite et l'élite. Ce qui se passe à Meillomé Sala, de mon point de vue, c'est la reproduction grandeur nature de ce qui s'est passé à San Melima il y a peu de temps. Parce qu'en réalité, le discours est local dans le Sud. Vous nous accusez, nous, personnes du Sud, d'être du pays organisateur. Et pourtant, dans la réalité, dans notre quotidien, nous n'avons rien du tout. Nous n'avons pas grand-chose. Ou alors, c'est une élite qui a tout caporalisé. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Meillomé Sala nous édifie au sens où cette population, ce qui s'est passé nous conforte dans l'idée selon laquelle il y a un véritable problème qui n'a pas été résolu jusqu'ici. Et je rappelle qu'il y a certains ministres, dont je ne citerai pas les noms, qui sont descendus et qui ont été chassés par la population. Je pèse mes mots. Donc ça veut dire qu'il y a un problème latent qui n'a pas été résolu et ce qui s'est passé interpelle les autorités. Eric Yombi, vous avez arraché la parole, vous la gardez donc. Par rapport à la sortie du ministre Joseph Betty Assoman sur les concours, cette forte pression. Rapidement, en un mot, on est arrivé presque au terme de l'émission. Je crois que le Cameroun est très mal classé dans le classement de Transparency en ce qui concerne évidemment l'indice de la corruption. Ce que le ministre dit à travers son communiqué, c'est un vœu pieux, mais je pense qu'il est en train de toucher du doigt une réalité. Ce qu'il est en train de nous dire, entre autres, il est en train de nous préciser qu'il y a des personnes de la République, certaines élites de la République, qui sont dans ce jeu de la corruption en ce qui concerne l'entrée à l'EMIA. Je crois qu'il est en train de solder quelque chose. C'est assez intéressant. C'est nouveau quand même. Non, c'est nouveau. Et ça, c'est intéressant. Lui qui est inscrit dans une dynamique du changement, dans une perspective du changement, il constate, lui étant ministre, que c'est bien entendu, soit ses collègues, soit son collègue, ou alors d'autres administratifs qui sont un élément obstacle dans son avancement en ce qui concerne la fourniture, la qualité, n'est-ce pas, des personnes qui devraient être recrutées. Ça, allez-y donc. Vous savez, la sortie du ministre me fait rire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est ministre. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas le premier concours qu'il organise. Il peut avoir dit que pour cette édition-ci, j'en ai marre. Mieux vaut tard que jamais, non, Eric? La logique de mieux vaut tard que jamais, c'est le système qui fonctionne comme ça. Que vous croyez que le ministre Betty Assoman n'a pas pesé, il n'a pas regardé partout avant de faire cette sortie? Vous dites que ça se passe comme ça, mais c'est une sortie. Jusqu'à faire une sortie comme celle-ci, c'est quand même fort. C'est pas tous les jours. Le président de la République en 2013, décembre 2013, a fait un discours qu'on espérait être un discours fondateur, où il demandait justement comment les autres font ce que nous on est incapable de faire. On se disait que c'était une nouvelle impulsion, c'était une nouvelle voie ou un nouveau départ. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé après? On est resté dans la même logique. C'est-à-dire que si celui qui peut le plus est incapable de faire bouger les lignes, ce n'est pas celui qui peut le moins qui le fera. C'est juste pour dire que, comme je disais tout à l'heure, ce leadership a atteint son niveau d'incompétence. Et la corruption dont il parle est liée au fait qu'on est dans une économie qui ne produit pas d'emploi. Quand vous imaginez quelqu'un qui va négocier pour aller mettre sa vie en danger, vous comprenez que c'est parce qu'on est dans une économie qui ne produit pas d'emploi. Monsieur Betty Assoman a beau dire ce qu'il dit, il y aura des personnes dans le circuit, si lui ne prend pas, d'autres prendront de l'argent et feront entrer ce qu'ils souhaitent faire entrer. C'est une règle de base. On ne peut pas être dans un système où l'emploi est rare et croire que des gens vont rester et attendre que leurs enfants soient les plus compétents. Vous savez, on a nommé un nouveau directeur de l'ENAM et curieusement, son village est devenu un village où il y a trop de gars intelligents qui parviennent à entrer à l'ENAM. Donc, vous pouvez prendre comme ça dans les différentes administrations. Vous savez comment on fait pour entrer à l'Assemblée, pour travailler à l'Assemblée nationale? Non. C'est toujours une affaire de réseau, de copains, de copines. Vous avez vu un concours pour travailler à la présidence? Non.
c'est toujours les réseaux de copains et de copines. Monsieur Betty Assomo. C'est pourquoi au SDF, vous pensez que l'ENAM, ça ne va plus exister avec... Il est question de fermer, parce qu'en réalité, ça ne nous produit rien de bon. Donc, ce que je vous souhaitais dire à ce niveau, c'est que monsieur Betty Assomo peut avoir des intentions nobles, mais le système ne permet pas que ces intentions se matérialisent dans les faits. Edmond Kouyaté, sur cette sortie du ministre Joseph Betty Assomo. Bah, écoutez, comment est-ce qu'on peut être noyé dans l'océan et se plaindre qu'on est mouillé? Ben, moi, ça m'étonne. À quand la lettre du DG de l'ENAM, du DG de, je sais pas, de la Sonara, du Lyrique, SNH. Écoutez, c'est un peu, pour moi, c'est même un peu amusant tout ça. Ça ne traduit rien de sérieux. Il faudrait pas que. Pourquoi il ne le fait qu'aujourd'hui? Parce que monsieur le ministre peut mettre la main sur le cœur, soulever 2 doigts et dire c'est la première fois depuis que je suis ministre de la Défense que je reçois des pressions où il veut nous faire croire que les années antérieures, on est entré à l'EMIA par mérite, de manière excellente. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Non, c'est pour ça que j'ai dit, quand on est dans l'océan, on ne se plaint pas qu'on boit de l'eau, on ne se plaint pas qu'on est mouillé. On assume tant qu'on est dans l'océan. C'est systémique, la corruption, c'est systémique, n'est-ce pas, c'est systémique, toutes ces choses-là, la corruption, l'achat de conscience, l'achat des nôtres, l'achat, n'est-ce pas, tout le monde sait que l'excellence et le mérite ont foutu le camp. Tout le monde le sait et c'est pour ça que vous allez voir toutes les plaintes qu'il y a contre des grandes écoles comme l'ENAM, parce qu'on sait que tous ceux qui passent par là, quand vous les regardez, vraiment vous n'avez pas envie de leur tirer un coup de chapeau et dire voilà les plus méritants. On sait comment ils font pour y entrer. C'est pareil pour les miens, c'est pareil pour toutes les autres grandes écoles. Et donc, monsieur le ministre, continuez ce que vous avez commencé. Vincent de Paul-Guédé, quelles sont les chances du ministre Betty Assomo dans cette entreprise? Non, mais je crois qu'il reste le maître de ce bateau et il en dicte le comportement. Je crois qu'il s'adresse à 2 catégories de personnes. À ses collaborateurs d'abord, qu'il met en garde et il prend sur lui face aux pressions que ses collaborateurs subissent, ou alors face au trafic qu'il serait tenté de faire. Donc il y a certainement une tête qui n'a pas voulu voir. Il a pris ça sur lui pour protéger ses collaborateurs également. Ok. Voilà, merci cher monsieur, merci Eric, merci Edmond, merci Vincent de Paul, merci Eric, deuxième Eric. Voilà, bon retour. Merci. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Joseph Betty Assomo.